Grand reporter à Paris Match, spécialisé dans les personnalités religieuses et les questions religieuses. Elle devient à partir de 1996 l'une des rares journalistes à s'entretenir plusieurs fois avec le pape Jean-Paul II, à avoir le droit de l'accompagner durant ses voyages et à tisser avec lui des liens privilégiés. Cela donnera un livre, un best-seller, paru en 2005, Jean-Paul II intime. Et elle sort aujourd'hui un nouveau livre d'entretien avec des personnalités religieuses, 12 au total. Ambassadeur de Dieu, Caroline Pigozzi, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans VIP avec ce beau bébé de, je vais dire quelques kilos, peut-être pas, mais... C'est plus de 9 mois. Hein. Plus de 9 je mois, l'ai porté c'est un 3 enfantement. ans. Oui, c'est un enfantement, absolument. Alors, on va avant d'en arriver au sujet du livre à proprement parler, on va parler de votre parcours de journaliste. Si vous le voulez bien, vous êtes, c'est vrai, grand reporter à Paris Match. Vous traitez les questions d'actualité religieuse. Pas seulement, je traite beaucoup de questions d'actualité et beaucoup de hautes personnalités. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre un peu le pape. Et puis, il y avait une place à prendre dans ce domaine. Quand je suis arrivée à Paris Match, il y avait, les journalistes s'étaient partagés le monde. Il restait un seul pays, c'était Luxembourg. Alors, c'était modeste. Même la Suisse était prise parce qu'il y avait une journaliste suissesse. Donc, je suis arrivée à Paris Match. Bon, je commençais à regarder si la jeune grande-duchesse avait régulièrement des enfants. Ça tombait bien. Donc, il y avait de jolies photos et tout. Je me suis dit, maintenant, il faut que je grignote un peu dans le gruyère des autres. Autrement, je vais mourir si je m'occupe que du Luxembourg. Que du Luxembourg, oui. Et c'est comme ça que j'ai vu que d'abord, la religion m'intéressait. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit chemin à se frayer dans la religion. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre les questions religieuses. Alors, on parlera plus tard dans l'émission de votre, si vous voulez bien, de votre propre parcours religieux, de ce qui a fait que ça vous a intéressé, justement. Oui. C'est jamais anodin, je pense. Ça doit être quand même assez particulier de travailler pour un très grand journal comme Paris Match et de traiter quand même quelque chose... Notamment, entre autres, moi c'est vrai que ce qui nous intéresse peut-être ici à KTO, c'est quand même l'actualité religieuse, de traiter quelque chose qui n'a pas forcément très bonne presse. Enfin, vous arrivez à imposer facilement des articles en disant tiens, je vais faire 3 pages sur Benoît XVI, Jean-Paul II, tel évêque, tel événement, telle encyclique. C'est facile, votre rôle à Paris Match? Écoutez, s'il y a une histoire derrière, c'est facile. Il faut qu'il y ait un vécu, une histoire et des photos. Il faut toujours proposer quelque chose avec des photos. C'est aussi pour ça que le pape Jean-Paul II, qui était tellement photogénique, il y avait toujours des choses tellement photographiables que ça a assez bien marché. Puis il y avait de la demande, ça intéressait tout le monde. Et en plus, je crois que c'est formidable parce qu'un match, il y a quand même une grande liberté. Et il suffit d'avoir des idées un peu fortes et ça passe. Évidemment, c'est pas la croix, c'est pas témoignage chrétien, c'est pas. Mais si vous véhiculez une vraie idée, ça pose pas de problème. Alors vous dites effectivement, c'est pas la croix, c'est pas les journaux catholiques qu'on peut connaître, c'est pas Famille chrétienne, c'est pas témoignage chrétien, etc. C'est pas le Pèlerin, c'est pas Panorama. Mais comment on fait pour... Est-ce qu'il faut adapter un peu quand même le sujet qu'on va traiter? Est-ce que vous, quand vous apportez une idée forte donc à Paris Match, vous savez comment l'amener pour que ce soit Paris Match, justement? C'est l'aspect humain avant la philosophie, avant les grandes idées. C'est sûr que c'est ça ce qu'il faut développer d'abord. C'est le personnage, la nature du personnage. Plutôt le côté un peu, excusez-moi, people, plutôt que de détailler spécial vie. Il faut commencer par le côté people. Il faut accrocher avec le côté people, il faut accrocher la lumière. Après ça, une fois que vous avez accroché la lumière, dans le corps du texte, vous pouvez dire des choses très sérieuses. Et puis sur la fin du texte, il faut retomber aussi dans le côté personnage. Il faut faire comme les chats, il faut retomber sur ses pattes et on peut faire comme ça, au centre du sujet, ça peut être très sérieux. Donc il y a eu pour vous une éducation, finalement, un certain style à trouver, en tout cas. Il y a eu un style à trouver, mais j'ai été à l'époque, j'ai eu la complicité de Roger Théron, qui était très content que je fasse ça, parce que je crois que, enfin, c'est pas modeste de le dire, mais je crois qu'on a, avec Roger, avec son aide, avec son regard extraordinaire... Alors, Roger Théron, on va quand même préciser pour oui, Roger Théron, on a... qui était le patron de Paris Match, qui était le patron pendant plus de 30 ans. Je crois qu'il m'a aidé à faire quelque chose qui maintenant a été très copié depuis. D'ailleurs, le cardinal Divitch, le secrétaire du pape Jean-Paul II, l'a dit lui-même. On a intimisé. C'est-à-dire que... Je crois que j'ai peut-être été un peu la première à donner comme ça un regard un peu intime, un peu plus humain, un peu plus privé, à sortir, si vous voulez, le pape et les personnages de l'église de la Naphtaline, quoi. Et les journaux en parlaient d'une façon toujours très austère, très sérieuse. Alors Jean-Paul II vous a aidé en ça, parce que lui-même, il a été complètement complice de tout ça. Voilà. Et le cardinal Divitch encore plus, parce que c'est lui qui a compris l'intérêt de la chose, c'est lui qui est le premier. Mais si vous voulez, ça...
Ça a très bien marché parce qu'il y avait aussi une demande des questions religieuses pour un grand public, justement, si on réussissait à les humaniser, à faire qu'un pape, un cardinal, c'était pas juste un esprit et une hostie. Il a fallu, comme ça, donner une approche plus personnelle, plus humaine. Et en ça, il y a beaucoup de demandes parce que ce ne sont pas des purs esprits. Les gens ont envie de savoir comment ils vivent. Et je crois que ça a été un angle qui, depuis, est très copié. Alors, il y a quand même une devise, d'ailleurs, qui est en train de changer à Paris Match, je crois, mais il y a eu très longtemps le poids des mots, le choc des photos. Et vous avez dû l'adapter, cette devise-là, à votre domaine de prédilection? Oui, j'ai dû vraiment sortir pas le poids, c'était toujours le poids des mots et le choc des photos, mais si vous voulez, en donnant quand même un aspect beaucoup plus personnel, en montrant comment vit un cardinal, comment... c'est toujours ça, la curiosité. C'est qu'est-ce qui se passe dans la sacristie, quoi. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe, le backstage d'un acteur de cinéma, comment on tourne un film, et qu'est-ce qui se passe aussi, c'est ça, dans la sacristie. En partant de là, on construit, on bâtit une histoire. Pour reprendre concernant les rencontres religieuses, avant de travailler à Paris Match, vous avez travaillé au Figaro Magazine? Oui, j'ai travaillé au Figaro Magazine et j'étais une frustrée de la religion parce qu'on avait un patron qui s'appelait Louis Powell, qui s'était converti assez tard, je crois, au catholicisme, ou qui avait retrouvé la présence de Dieu assez tard. Et il y avait par ailleurs, en face au Figaro, qui était un intervenant régulier, André Frossard. Donc j'avais d'un côté un monument et de l'autre côté un nouveau croyant. Alors moi, je m'intéressais déjà aux questions religieuses, mais j'étais une fourmi dans le système. Donc quand j'ai quitté le Figaro Magazine, j'avais déjà dans la tête de me dire, bon, ben là, le terrain un jour va se libérer, je peux peut-être m'aventurer dans cette question religieuse. Oui. Direction-là. Enfin, il y avait une vraie volonté, en tout cas, de... Ah oui, il y avait une vraie volonté. Ça m'intéressait beaucoup. Et si vous voulez, le bonheur absolu de Paris Match, c'est que j'ai de la place. Si j'avais été au Point pour faire ça, j'aurais eu 2 colonnes, j'aurais fait du gris. Au Point, par exemple... on traite un les journal choses... qui est écrit par un catholique, quand même. Oui, mais on traite les choses de façon un peu austère. Et, enfin, je veux dire, avec peu de place, de feuillet, vous racontez rien. Dans le numéro de Noël de Match, il y a un sujet de 4 pages sur le cardinal de Hong Kong. Parce que vous voyez, c'est très amusant de le faire sur 4 pages, et c'est flamboyant, et la photo est formidable, etc. Bon, si c'est bien, vous avez toujours de la place. Et ça, c'est... On n'est pas limité, vous voyez, on peut avoir 12 feuillets pour écrire ce qu'on veut. Mais on vous sent attaché à l'image, hein, pas seulement au texte. Mais il faut être modeste à Paris Match. Il faut savoir que c'est d'abord les photos. Si les photos ne sont pas bonnes, vous pouvez faire le texte le plus intelligent au monde, il reste dans la poubelle. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est la photo qui tire le texte et pas le contraire. Et quelle est votre définition du journalisme? C'est l'émerveillement, la surprise quotidienne, et je crois le sens de la vérité, de pas mentir au lecteur, parce que c'est une lourde responsabilité quand on a 5 millions de lecteurs, parce que finalement le journal est lu par 5 millions de personnes. On n'a pas le droit de mentir, je crois, et on n'a pas le droit d'avoir des états d'âme de mauvaise humeur, parce que c'est trop grave. Vous voyez, on n'a pas le droit de se servir du journal comme punching ball. Pour régler ses comptes, en fait. Non, on n'a pas le droit. Quand on a autant de lecteurs, on ne peut pas faire une chose pareille. C'est quoi, une sorte d'éthique du journalisme, en fait? C'est une question morale très importante. Moi, il y a des jours où je suis très énervée, il y a des gens que je trouve très désagréables. Donc, vous savez bien que dans ce métier, souvent, les gens sont beaucoup plus aimables avant qu'après. Tant que l'article n'est pas paru, ils sont très, très chaleureux. Après ça, quelquefois, on rencontre au restaurant, 8 jours après, ils ne vous reconnaissent plus. Et puis, il se trouve que même s'ils ne vous reconnaissent plus, 6 mois après, parce qu'il y a un événement, on est obligé de refaire un papier sur eux. Évidemment, on est tenté d'être un peu énervé, un peu de mauvaise humeur, trouvant qu'ils sont moins sympathiques, mais ce n'est pas le problème, parce que chez nous, la vedette, c'est jamais le journaliste, c'est le lecteur. C'est nos lecteurs qui nous donnent le là, c'est eux qui jugent. Nous, on est des exécutants, on essaye de mettre notre talent, notre amour du métier au service des lecteurs, mais il faut se dire que voilà, il ne faut jamais se prendre pour la vedette, et il faut être très modeste. Moi, un jour, j'étais très contente d'un de mes papiers. J'avais eu comme ça un petit excès d'orgueil le matin dans ma salle de bain. Je me disais, il est intelligent, mon papier et tout. Et puis, je suis partie le samedi avec mes enfants du côté des grands magasins. C'était au moment de Noël. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Mon papier qui emballait des marrons. Vous savez, il y avait des châtaignes. Et je me suis dit, j'étais au Figaro Magazine à l'époque. C'est un joli papier. C'est très pratique d'emballer des châtaignes dans du papier du Figaro Magazine. C'est un papier glacé assez
agréable. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, j'emballe les châtaignes, la prochaine fois, j'emballerai des œufs. Du poisson. Ça a été oui, éventuellement, ça a été une formidable leçon de modestie. J'imagine, effectivement. Vous avez étudié aux États-Unis? Moi, j'ai fait... Vous avez un parcours... J'ai fait des études modestes, on dirait aujourd'hui. Les jeunes sont à bac plus 10. J'ai fait 2 années de droit. J'ai raté ma licence et je suis partie faire une école de journalisme aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, il y avait une grande différence entre les écoles de journalisme américaines qui étaient très structurées, qui étaient riches, dans l'école où j'étais, on faisait un journal tous les jours, genre format des gratuits aujourd'hui. Et il y avait, je crois, une grande différence. C'était formidable. Maintenant, les écoles sont très bonnes partout. Mais ils avaient de gros moyens. Et qu'est-ce que vous avez appris sur le journalisme américain? J'imagine, pardon, qu'il y a des différences entre les journalismes français, américains. J'ai appris la rigueur, j'ai appris le sens de la vérification, de tripler les vérifications de mes informations, croiser 3 fois. Et j'avais un professeur extraordinaire qui me disait toujours que quand on allait interviewer quelqu'un, il fallait connaître la taille de ses chaussures. Parce qu'il disait, c'est très important, c'est un détail qu'il faut regarder, les chaussures des gens. D'abord parce que les chaussures, ça traduit le milieu social, disait-il. Et puis, il faut aller jusqu'à ce détail-là. C'est très important. Et alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder les chaussures des gens, leurs mains. Et il y a 3 questions que je suis toujours tentée de leur poser parce que ça me les situe un peu. Je leur demande s'ils aiment le chocolat, s'ils aiment les enfants et s'ils aiment les animaux. Oui. Et si à ces 3 questions ils répondent non, j'ai beaucoup de mal à continuer parce que humainement... C'est vrai que vous aimez beaucoup les animaux, vous. Et humainement, je trouve ça un peu lourd. Les gens qui aiment ni les enfants, ni les animaux, ni le chocolat. Il faut pour continuer l'interview, je le fais parce que j'ai pas le choix, mais ça me plaît pas. Alors, question très dure. Je chose du combien? Ah ça, je ne sais pas combien vous chaussez. Mais moi, je partirais pour vous sur un 38 quand même. Un peu plus. Un peu plus. Un petit 39. Non, mais si vous voulez, c'est important parce qu'à travers les chaussures, ça veut dire qu'on observe bien les gens. C'est pas tant. Mais au-delà d'anecdotes, bien sûr. Voilà, ça veut dire que regarder très très bien les gens, c'est pas juste les regarder dans les yeux, les regarder vraiment. D'accord. Et alors, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, et je suis sûre qu'on vous l'a posée 100 000 fois, mais tant pis, ça fera une fois de plus. Quand vous nous racontez des détails vraiment très précis sur la vie au Vatican, que ce soit avant Jean-Paul II, aujourd'hui Benoît XVI, des détails de vie privée, par exemple, comment vous arrivez à obtenir l'info? J'imagine que vous n'avez pas accès à la chambre du pape pour nous dire ce qu'il y a, je sais pas, sur sa table de nuit posée, etc. C'est une histoire d'informateur. Comment vous gérez votre... les mêmes questions à plusieurs personnes. À plusieurs personnes, et puis je resserre, vous savez, je fais des cercles toujours plus petits. Concentriques, d'accord. Oui, des cercles concentriques. Je recroise. J'ai moi-même un grand sens du détail. Alors évidemment, la chambre à coucher, mais par exemple, ça c'est une formation très match. Quand je suis allée au Vatican, pourtant beaucoup de journalistes qui sont allés avant moi, j'ai été la première journaliste à observer que, et pourtant je ne suis pas la première à être entrée là, que maintenant... sur les interrupteurs, il y a les armoiries du pape. Vous voyez, c'est pas un secret. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés au Vatican avant moi, mais je crois qu'il y a un regard Paris Match, et ça, c'est vraiment l'école Roger Théron. Et donc, il y a une façon d'observer les choses qui nous est très propre, et que j'ai beaucoup exercé. Et puis, si vous voulez, quand je sais... J'ai un maillage à Rome qui est maintenant très important. J'imagine. Et sur les points importants, je mets à contribution, je mets tout le monde comme grand reporter. Je demande, et c'est comme ça que je vérifie. Et les lecteurs de match, par exemple, ça va les intéresser, ce genre de détails sur l'interrupteur qui porte les armoiries du pape, etc. Vous le relevez parce que vous savez que ça va les intéresser. Oui, parce que c'est un clin d'œil, vous lisez ça nulle part, si vous voulez. Ah oui, ça c'est sûr. Dans les autres journaux, il y a les grandes idées, et puis il y a cette chose qui est quand même terrible, et qui est je trouve très triste aujourd'hui. Ce qui est important quand même dans notre métier, c'est de respirer l'air du temps. C'est de voir, c'est d'observer, c'est de regarder chaque détail. Et Internet, la culture Internet a un peu tué tout ça. C'est-à-dire que les journalistes, ils font aussi du reportage virtuel, ils regardent sur Internet une description du Vatican et après ça, tout le monde sort à peu près le même papier. Et ça tue complètement. Et moi, mon plaisir, si j'avais voulu faire ça, je veux dire, le métier de journaliste, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication. C'est pas un métier où on gagne bien sa vie, donc c'est un métier de passion. C'est comme être marin-pêcheur, c'est vraiment des métiers à vocation. Alors, si c'était pour faire un métier ou si c'est pour regarder Internet, j'aime mieux aller travailler dans une banque ou être clerc de notaire. Je veux dire, il y a beaucoup de métiers où on gagne beaucoup mieux sa vie, où on est plus confortable. Donc,
il faut continuer à respirer l'air du temps. C'est la chose essentielle dans notre métier, c'est voir de ses yeux. Ça a l'air banal, mais c'est rapporter. Un reporter, c'est rapporter. C'est comme les chiens qui rapportent, les chiens de chasse. Et il faut être tous les jours un chien de chasse. Alors, je voudrais qu'on en vienne à ce livre, Ambassadeur de Dieu, chez De Clé de Brouwer. 12 personnalités, pas uniquement catholiques, hein, attention, on est vraiment dans une ouverture que vous avez suivie pendant, vous nous avez dit 3 ans, c'est ça? 3 ans de travail. Les unes et les autres, j'imagine que vous avez pu en suivre certaines mieux que d'autres, forcément, sur 12 personnalités. Comment déjà vous est venue l'idée du livre de... Écoutez, l'idée, le lendemain de l'élection du pape Benoît XVI, je me suis dit, le pape Benoît XVI doit être dans Paris Match, doit être de façon privilégiée dans Paris Match. Il n'est pas question qu'on fasse un petit reportage médiocre et modeste. Et donc j'ai essayé d'approcher le pape Benoît XVI en me disant, il y a Paris Match, il y a le passé qui parle pour nous, etc. Je vais y arriver. Vous le connaissiez déjà? Je l'avais rencontré et je l'avais très très rapidement interviewé sur la place Saint-Pierre, mais je le connaissais très peu. Je ne faisais pas du tout partie des journalistes qui étaient dans son circuit, dans son cercle. Je l'avais très peu approché. Et je n'ai pas eu de doute, je me suis dit, il sera dans Paris Match. Mais j'avais mal mesuré les choses et il y a eu un veto absolu. Je n'y suis pas arrivée. J'ai très vite compris que c'était très compliqué. Alors j'étais désespérée. Mais vraiment, j'étais complètement déconcertée. Je suis allée voir un de mes amis qui est un cardinal extraordinaire, un homme merveilleux qui est un jésuite. Et je crois que j'étais au bord des larmes. Je lui ai dit, c'est épouvantable, je crois que je ne vais jamais y arriver. Et il m'a dit, écoutez, vous devriez commencer par les orthodoxes pour revenir vers les catholiques. Je pense que c'est une idée qui n'est pas inintéressante. Creuser chez les orthodoxes, vous reviendrez après, ça risque de les énerver un tout petit peu, ça marchera mieux ensuite. Alors, j'ai suivi. J'ai commencé par aller chez le patriarche de Moscou. Ça, bon, j'ai fait comme le petit Pousset. J'y suis allée 3 fois. J'ai mis des petites pierres blanches et finalement, ça a été une négociation compliquée, mais j'ai réussi à l'interviewer. Et une fois que je l'ai interviewé, j'avais demandé depuis longtemps au patriarche de Constantinople que je connaissais d'aller l'interviewer. La réponse était toujours non. Quand j'ai interviewé le patriarche de Moscou, après ça s'est dégagé très très vite. J'ai pu interviewer le patriarche de Constantinople. Et là, c'est comme une pelote qu'on déroule. Il y a un effet boule de neige, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, j'en ai interviewé 2. C'est sans doute les 2 plus difficiles. Et c'est comme ça que tout à coup, l'idée m'est venue. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai bâti ce... Après ça, j'ai été voir le patriarche de Venise, parce que je me suis dit, de patriarche, il faut en voir un 3e. Et puis après ça, les choses se sont construites. Alors, on va les citer. L'Aga Khan, le cardinal Scola, le grand rabbin Citruc, le patriarche Alexis II, donc, sœur Emmanuel, avec qui vous démarrez le livre. On voit que vous démarrez de manière un peu affective aussi, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, cardinal Diviche, donc l'ancien secrétaire du pape, Jean-Paul II, le prieur général Delfieux, lui c'est celui qui a fondé les fraternités monastiques de Jérusalem, le cardinal Poupard, qui était donc ministre de la Culture, on va dire ça comme ça, au Vatican, le patriarche Bartholomé Ier, le pasteur Batti et le cardinal, enfin feu le cardinal Lustiger. Comment on choisit ces 12 personnalités-là? J'en ai vu 16. Hein. Ah, vous en avez retiré? Oui, vous savez, c'est un peu comme au cinéma, on va voir beaucoup de films quand on est critique de cinéma, et puis on ne les garde pas tous. Et on a le droit de savoir qui vous n'avez pas gardé? Non, parce que c'est pas gentil pour eux, ça je confesserai pas. Mais j'en avais vu 16 et j'en ai finalement gardé 12. Mais moi j'étais tentée de garder les 16, mais bon, ça aurait fait un livre trop lourd, ça aurait fait... Puis 12 c'était un bon chiffre en fait. Bon. Et 12, j'ai gardé... les plus... Enfin, voilà, c'est un équilibre. Vous savez, c'est comme... Ça aussi, c'est encore, je crois, l'école Roger Théron, c'est de réussir à construire comme on construit Paris Match. On le construit comme un film, comme des scènes de cinéma. Et là, j'ai mis les 12 interviews par terre chez moi, dans une pièce, et je bâtissais comme un jeu de domino. Je mettais celui-là, je le mets là, celui-là, je le mets là. Je l'ai vraiment construit. Il n'y a qu'une femme, je la mets devant. Oui, il n'y a qu'une femme, je la mets devant, bien sûr. L'honneur aux femmes. Et puis, ça s'est construit, mais complètement de façon très artisanale, très très loin d'Internet, et comme ça. Et après ça, il y a mon chien qui est arrivé. J'étais désespérée parce que j'avais tout mis en place. Il est arrivé, il en a mis partout, des feuilles de papier. Ce qu'on fait bien la première fois, on le fait un peu moins bien la deuxième.
Donc j'ai dû recommencer, je me suis dit, est-ce que je me suis trompée? On voit bien le côté artisanal, effectivement. Ah oui, c'est complètement artisanal. Du livre. On ne sait pas tout ça, nous, quand on achète le livre en librairie. Je parlais de Sœur Emmanuelle. Pour démarrer, on sent que vous vous connaissez bien. Ben, Sœur Emmanuelle, Toutes les deux. on se connaît bien parce que j'avais été la voir à Ismaïlia il y a très longtemps, quand pendant des vacances, elle s'occupait d'un camp de petits Soudanais. C'était extraordinaire parce que ces petits Soudanais ne parlaient pas la même langue qu'eux. Et c'était comme une chanson de geste. Et il y avait une telle affection, un tel amour entre elle et ses enfants, et un tel regard, que c'était un camp de vacances et tout ça, c'est très très bien organisé. J'avais passé 3 jours avec elle là-bas. C'est une chose miraculeuse parce qu'on mangeait tous dans une espèce de grande assiette qu'on mettait au centre de la table. Une eau qui était d'une couleur pas très limpide. Alors, les gens là-bas sont plus habitués. Moi, j'avais un estomac très français. Je n'ai rien attrapé. Ça tenait du miracle, déjà. Je me suis portée comme un charme. Il n'y a eu aucun problème. Je vous assure que sur le plan de l'hygiène, c'était pas absolument génial. Je voudrais qu'on les passe en revue, les 12 que vous nous disiez pour chaque nom. Oui. Pour vous, c'est des dizaines de souvenirs. Pour nous, c'est quelques lignes dans un livre. Ce que chacun vous a appris, vous a apporté, ou ce que vous en avez retenu. Je vous laisse aller dans l'ordre que vous voulez. Voilà, les photos sont là. Écoutez, on va commencer par l'Agacan. On va faire un ordre comme ça. Dans l'ordre de la couverture, oui, alors. dans l'ordre de la couverture. L'Agacan, c'est un calme, une sérénité extraordinaire. Alors, précisez-nous qui il est, peut-être. Il est à la tête de la communauté ismaélienne, c'est-à-dire ce sont des musulmans chiites, communauté pacifiste, qui est installée dans de très nombreux pays dans le monde, et sont en Afrique de l'Est, et dans un certain nombre, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, et dans beaucoup d'anciennes républiques de l'Union soviétique, comme le Tadjikistan et des républiques musulmanes. Et quand on vous lit, on a l'impression, sur cette interview-là, que c'est un sage, finalement, cet Oui, homme-là. c'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un de très silencieux, qui a une voix très douce. Il y a beaucoup de philosophie derrière, il y a beaucoup de recul. Donc c'est très intéressant, il est très apaisant. Après ça, le cardinal Scola, le patriarche de Venise. D'abord, il a le plus beau titre du monde, parce que c'est vraiment, ça a de l'allure d'être patriarche de Venise. En plus, il a vraiment un physique qui va avec son titre. Il est grand, il est élégant, il en impose, il a de larges épaules. Au niveau des photos, ça passe tout seul dans Paris Match. Oui, très bien. Il a beaucoup d'humour. C'est un homme très cultivé, c'est un intellectuel. Alors je me cramponnais un peu à ce qu'il disait, parce que c'est pas toujours très très facile de le suivre, parce que ça. Faut essayer d'être au niveau, quoi. Oui, sa pensée va très très vite. Moi, quelquefois, j'étais un peu larguée. Mais c'est un personnage aussi. C'est très intéressant parce que il est fils de camionneur. Son père était un très modeste petit camionneur, il n'était même pas tractionnaire, il n'était pas propriétaire de son camion. Et c'est quelqu'un qui a comme ça une allure physique, une distinction, une force qui prouve bien que on peut avoir une allure innée, et que ça ne vient pas toujours de son milieu. Quand on est très intelligent et qu'on est papier buvard, les choses viennent comme ça. Alors après ça, le grand rabbin de France, alors lui, je crois qu'on peut dire que c'est un symbole de résurrection. Il a été très malade, il a été dans le coma, il a eu une attaque. Pendant une bonne vingtaine de jours. Une vingtaine de jours, et il a un regard extraordinaire. On se dit que c'est formidable. Il a une joie de vivre. Je crois qu'il est ressuscité. D'ailleurs, il a rajouté un prénom à son nom, Haïm, qui signifie résurrection, je crois. Ouais. Et il est ressuscité. Après son opération, après son intervention, après son coma. Et là, on a l'impression que chaque minute de vie est une minute de bonheur. Et il y a surtout une chose qui est très, très étonnante, c'est que quand on le voit, il boite, physiquement, il est quand même assez diminué. Et nous, quand on est arrivé avec le photographe, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Qu'est-ce qu'on va faire? Et il a ouvert la bouche, et il a des yeux tellement pétillants, il est tellement vif qu'au bout de 2 minutes, il peut soulever une foule. Il est extraordinaire. Après ça, le patriarche de Moscou, il s'appelle patriarche de Moscou et de toutes les Russies. C'est un homme politique, quoi. C'est l'égal du président Poutine. Lui, quand il se déplace, c'est le pape des orthodoxes. Mais il vous a appris des choses, cet homme-là? Oui. Sur la foi, même la sienne, Mais d'abord, je ne pouvais pas imaginer qu'un homme comme ça avait de l'humour.
Vous voyez, Ouais. d'abord, la première chose qui est irrésistible, c'est quand il monte dans sa voiture, il a sa petite croix sur la tête et il la baisse parce que c'est pas très pratique. Et il a une force, il dégage une force physique. Il a 78 ans. À l'époque, il y a quelques années, on disait qu'il allait mourir. Il n'est pas en très bonne santé, il a des problèmes cardiaques. Les gens pensaient qu'il allait mourir avant Jean-Paul II. Et il dégage une force physique tellement extraordinaire. Il a une lumière dans le regard et puis une vivacité aussi. Il est très politique lui aussi. Mais c'est un personnage enthousiasmant. Je veux dire, ça, c'était vraiment très intéressant. Et alors, il faut avoir de la patience parce qu'on est allé à des messes qui duraient 4 heures. On était debout. C'est le rite orthodoxe. Hein. Ah oui, mais c'est dur, ça. C'est beau aussi. Oui, c'est magnifique, c'est flamboyant. Aussi. Ah bah alors, sœur Emmanuelle à côté. Alors, sœur Emmanuelle, alors là, on se dit que si c'est pour vivre jusqu'à 99 ans en si bonne santé et en étant aussi dégagée, en ayant une telle ouverture d'esprit, alors elle est... On signe tous. Ah oui, absolument, mais surtout, c'est l'antithèse de la bonne sœur des livres anticléricaux du début du siècle. Elle est formidable. Alors, j'aime bien son testament moral. La vie est belle, il faut s'aimer. En 6 mots, c'est fait. Elle est intelligemment expéditive, mais elle est extraordinaire parce qu'elle secoue tout le monde. Vous voyez. Et alors ma fille, j'étais venue avec ma fille, c'est elle qui a fait des photos de sœur Emmanuelle. Et alors elle lui disait, est-ce que tu as un petit ami? Est-ce que tu as un petit ami? Il faut être gentil avec lui. Enfin, elle lui donnait des conseils et on sentait que elle vit un peu par procuration la vie des autres. Elle est formidable. Juste pour rester sur elle, et on passera au personnage d'après, elle rigolote quand elle parle de la manière dont elle a planifié son enterrement. Elle pense à la mort tous les jours, forcément à 99 ans, c'est logique. Elle dit très exactement les cantiques que j'ai choisis. Voilà, je veux qu'on fasse ça à Paris, je veux qu'on fasse ça ici, là où je suis. Mais vous savez, elle est encore autoritaire. Hein. Et puis elle a une chose, elle a une voix qui n'est pas du tout en rapport avec son âge. Elle n'a pas une voix de vieille dame chevrotante, elle a une voix mais incroyable. Sa voix, elle fait 20 ans de moins. Et d'ailleurs, quand j'étais là à décrypter mon magnéto, je me disais, mais c'est pas... Il y a des moments, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Alors, il y a des moments de respiration un peu durs, mais il a une voix incroyable. Alors, on a qui à côté de sœur Emmanuelle? Ah, on a le cardinal Barbarin. Cardinal Barbarin. Primat des Gaules, archevêque de Lyon. Il est très vif. C'est l'antithèse du cardinal comme on l'imaginait autrefois. C'est pas un abbé de cour, c'est tout le contraire. C'est un homme qui est proche des musulmans, proche des juifs, il est complètement proche des jeunes, il est très écuménique, il est très entraînant. Je crois que il a aussi cette chose qui est extrêmement sympathique. Quand on est en sa présence, on n'a pas du tout l'impression qu'il vous juge. Voilà, ça c'est très important parce que on sent, il a une légèreté, il a une grande légèreté en lui et beaucoup d'humour en même temps. On sent qu'il vous a plu celui-là. Voilà. Juste à côté là, en dessous, je le reconnais pas. Le cardinal Divic. Ah, c'est cardinal Divic. Ça, c'est un grand ami de Jean-Paul II. Oui, mais c'est un personnage qui a une douceur dans le regard, une modestie, une vivacité. Et lui aussi beaucoup d'humour. Ça, vous savez, c'est d'ailleurs pourquoi sur 16, pourquoi j'ai choisi en fait cela. Ils ont tous en commun d'avoir beaucoup d'humour, du recul et de la lumière dans les yeux. Ça, c'est une chose étonnante. C'est quelles que soient les religions, ils ont cet amour de la vie extraordinaire. C'est ce qui m'a le plus enthousiasmé chez tous ces personnages. Après ça, le prieur Delfieux, il est extraordinaire parce qu'il est extrêmement convaincant. C'est-à-dire que on l'écoute, on pourrait tout lâcher pour le suivre. Enfin, pour aller, c'est-à-dire quoi, aller vivre avec les fraternités monastiques de Jérusalem. En écoutant ce qu'il raconte, pour moi, quand je l'ai interviewé, j'avais l'impression que c'est saint de la vie moderne. On se dit, si on rencontre un saint aujourd'hui, avec un dépouillement, une force, on sent une générosité extraordinaire chez lui. Et quand je l'ai quitté, d'ailleurs, le photographe qui était là avec moi, qui est juif, qui était au départ... pas tellement, enfin, il a fait le livre les photos parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, mais il n'était pas passionné. Et il est sorti chez le prieur Delfieux, il était tétanisé comme moi. On était très impressionnés l'un et l'autre. Après ça, le cardinal Lustiger, bon, c'est un personnage qui avait une telle force intérieure, lui aussi un tel regard, et puis une vivacité extraordinaire, une idée après l'autre. C'est un homme qui était toujours
Bon, sa vie était sûrement douloureuse, il la portait sur les épaules comme une tortue porte sa carapace, mais je pense qu'il était toujours dans les projets, dans l'avenir, il pensait à long terme, il regardait devant lui, il ne se retournait pas. On sentait, dans le papier que vous avez fait pour Paris Match au moment de sa disparition, on sentait l'affection qui vous reliait à lui, parce que forcément, on n'est pas neutre après des rencontres. Non, on n'est pas neutre. Il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres. On n'est pas neutre, et je pense que quand les gens sont en vie, il y a une espèce de pudeur, et puis en plus, vis-à-vis du lecteur, vous voyez, on ne peut pas non plus avoir l'air trop enthousiaste, mais alors là, une fois que les gens sont morts, si on les aime, on peut se lâcher. Enfin, moi, c'est comme ça. Hommage, ouais. Oui, et puis je pense qu'à Paris Match, on peut le faire. Alors ensuite, le pasteur Batty, il était plus sévère, moins très gentil, mais comme ça, une espèce d'austérité un peu. Mais il est très intéressant parce qu'il est très clair et il vous rend le protestantisme accessible. C'est-à-dire que vous avez appris des choses en réalisant l'interview sur le protestantisme à proprement parler. Beaucoup. Enfin, j'étais relativement ignorante, mais j'ai appris beaucoup de choses avec lui. J'ai trouvé qu'il était facile, très calme, très serein, qui lui aussi, à sa façon, avec beaucoup de retenue, il dégageait de la générosité, mais pas de la même façon. Vous voyez, c'est quelqu'un de... Qu'est-ce qui vous a plu dans son discours sur le protestantisme particulièrement? Qu'est-ce qui vous l'a rendu sympathique, l'a rapproché finalement de votre Ce qui m'a rendu sympathique, c'est cette implication du monde protestant envers les gens les plus fragiles, les plus démunis, de ne pas être dans le rapport de force, de s'intéresser aux gens qui sont un peu laissés sur le bord de la route. Les catholiques aussi font ça, non? Enfin, je ne veux pas forcément comparer, etc. Oui, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est vraiment chez les protestants comme ça, un principe de base, le côté associatif, très spontané, et m'a beaucoup plu. À côté... Alors lui, il est le patriarche de Constantinople. Il parle 7 langues, il passe d'une langue à l'autre comme ça avec une facilité incroyable. Il est très cultivé, mais il n'est pas du tout pédant dans sa culture. Il a une culture aussi très légère. Il parle politique avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'intelligence. Il est évidemment très au fait de la politique. Et puis alors il est passionné d'écologie, donc il parle très bien de la nature, de façon très poétique, extrêmement agréable. C'est très joli de l'entendre. Et le petit dernier? Le cardinal Poupart, ça c'est autre chose, c'était mon professeur chez les Dominicaines. Ah oui? Oui, alors j'étais assise à côté de lui le week-end, parce qu'on était assis par ordre alphabétique, Poupart, Pigozzi, donc c'était passez-moi le sel, je vous passe la moutarde. Donc on a une relation très chaleureuse, très affectueuse, très ancienne, parce que ça fait 40 ans qu'on se connaît. Il était un jeune prêtre à Rome, j'étais une élève des Dominicaines. Et c'est quelqu'un qui fait partie de mon paysage affectif, pratiquement. Donc c'est une relation, c'est un personnage très important, mais pour moi, c'est le jeune prêtre qui était gentil avec ses élèves chez les Dominicaines et qui ne cafetait pas aux bonnes sœurs. On faisait des bêtises, il ne voyait rien, il ne cafetait jamais. C'était sympa parce que c'est pas le cas de tout le monde dans ce cas-là. J'imagine que quand on travaille 3 ans sur un livre, on n'en sort pas indemne, et tant mieux. Qu'on progresse. Je sais pas, ça vous a fait progresser? Écoutez, d'abord, il y a une espèce d'angoisse. J'ai cru que j'arrivais jamais arriver au bout. C'est-à-dire, quand c'est fini, ça recommence. J'avais l'impression que ça ne finissait jamais. C'était pas pour votre premier livre, pourtant. Non, mais je peux pas vous dire. J'avais l'impression que c'était jamais assez bien, que les gens des photos étaient pas exactement ce qu'il fallait, que c'était insurmontable. C'est-à-dire que le livre, j'ai écrit un premier livre sur le pape Jean-Paul II qui s'appelait Le pape en privé. Celui-là, j'ai écrit tout d'un trait. Je l'ai écrit c'était 8 ans de travail, mais c'était aussi à peu près 75 jours d'écriture. Mais j'avais été l'écrire dans le midi, donc j'écrivais de 8h du matin à 9h du soir. Et j'arrêtais 1 heure à l'heure du déjeuner. Mais donc, ça a été... Et ce livre-là, après ça, le livre Jacques et Bernadette en privé, j'ai écrit très vite. L'autre livre sur le pape, il est sorti juste après sa mort. J'ai écrit. Et celui-là, j'ai l'impression que je ne finissais jamais. C'est-à-dire que, comme c'était des interviews, ce qui se passait, c'est que je relisais mes notes, j'avais fait un cahier par personnage, et j'avais toujours la tentation d'en rajouter en me disant « Mais non, mais ça va aussi intéresser le lecteur ». Je ne réussissais pas à me dire « Bon, il y a un moment où c'est fini, il faut fermer ». Et passer à un autre. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où j'ai rendu le livre, j'étais là encore en train de rajouter des détails.
Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'images. D'ailleurs, quand vous parlez des 12 personnages, vous nous parlez avant tout de ce qui dégage, de leur image, de l'impression qu'ils vous ont faite. Et moi, depuis tout à l'heure, je vous ai en face de moi avec ce bijou que vous portez. Est-ce que c'est peut-être un peu indiscret, mais il m'a semblé reconnaître, dites-moi, une image de la Vierge, non? Oui, c'est ça. J'aimerais que si les caméras vont pouvoir zoomer dessus. Alors ça, il m'a semblé reconnaître, c'est ça, une image de la Vierge. Ça, c'est le cadeau que je me suis offert quand j'ai terminé le livre. Ça, c'est le cadeau que je me suis fait. Je me suis dit, je mérite, et je me suis offert ça. Et c'est important pour vous de porter la Vierge? Ça rejoint donc une croyance forte chez vous? Ça correspondait. C'était le trait d'union, finalement, un peu presque, je dirais, entre tous ces personnages. Pas avec les protestants, mais bon, ça correspondait à quelque chose. C'était la fin du livre. À chaque fois que j'écris un livre, je me fais un cadeau à la fin. Nous, à KTO, on nous demande souvent, quand vous travaillez à KTO, est-ce qu'il faut être catholique? J'imagine qu'on vous pose la question aussi. Est-ce que pour être la journaliste en charge des questions religieuses à Paris Match, est-ce qu'il faut être catholique? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Est-ce que vous l'êtes, vous? Oui, je suis catholique. Et il faut être respectueux des religions et très rigoureux, je crois, parce qu'on ne peut pas traiter ce sujet comme on traite. C'est pas quelque chose de léger. Et en plus, je pense que c'est une responsabilité parce que il y a des. On ne peut pas parler de ces choses-là comme on parle. Enfin, moi, à chaque fois que je fais un sujet religieux, j'y passe des jours, des nuits. Vous voyez, je suis très, très, très attentive parce que je pense. Très prudente aussi, oui. Oui, parce que je pense qu'une bêtise, enfin une erreur est très grave. Elle est trop. De temps en temps, on n'est jamais assez prudent, mais d'ailleurs, j'ai de temps en temps des blocages parce que je m'implique tellement, j'ai tellement peur de faire une erreur que c'est beaucoup plus lourd que n'importe quel sujet. Je mets un temps fou à les écrire. Et comment vos différents voyages au Vatican, la relation que vous aviez avec le suivi de Jean-Paul II, enfin ce livre-là, comment ça vous fait avancer, vous, Caroline Pigotti, dans votre vie de foi, finalement? Écoutez, je me dis que quand on a eu la chance d'abord de suivre d'aussi près, de faire des choses aussi extraordinaires avec le pape Jean-Paul II, et qu'on a la chance de voir des gens aussi extraordinaires, on n'a pas le droit de temps en temps d'être énervé dans ce métier parce que je me dis que ça justifie. Je pourrais faire des sujets sur des chiens écrasés jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Sur la famille royale du Luxembourg. J'ai été... Oui, c'est ça, sur la Grande-Duchesse du Luxembourg, j'ai été largement récompensée. Vous voyez, les moments où je suis un peu énervée, je me dis, bon, ça a été formidable et ça justifie une carrière de journaliste sur le plan humain et l'intérêt. Et le partage avec mes enfants, parce que je leur en ai beaucoup parlé, parce que quand on travaille beaucoup, évidemment, on culpabilise de ne pas passer beaucoup de temps avec ses enfants. Donc, elles sont nées avec ce pape. Jean-Paul II, il a fait partie de leur vie depuis qu'elles sont toutes petites. Après ça, elles ont entendu parler de Benoît XVI. Enfin, elles sont très, très impliquées. Vos deux filles, c'était génération Jean-Paul II, quand même. C'est mes générations Jean-Paul II, mais elles ont été très impliquées. Elles suivent tout ça de très près parce qu'elles m'entendent tellement en parler, elles l'ont tellement vécu. À la limite, je crois que même mes chiens, ils ont vécu ça. Est-ce que j'imagine que Jean-Paul II... D'ailleurs, je dis toujours, j'ai 2 chiens qui sont enterrés chez moi avec une petite croix, et je dis que mes chiens, ils sont catholiques aussi, ils sont comme nous. Vous avez déteint sur eux? Absolument, je dis c'est des chiens catholiques des rues parce qu'ils viennent de la SPA, mais les chiens, ils ont votre religion, ils épousent votre maison, ils ont forcément votre religion. Avec. Mais oui. J'imagine forcément que Jean-Paul II, comme beaucoup d'entre nous, vous accompagne toujours. Vous avez gardé une phrase spécifique de lui que vous aimez bien, ou un enseignement particulier qu'il a pu vous dire en privé? Non, je trouve que cette phrase, j'ai entendu dire beaucoup de choses, mais je trouve que cette phrase, n'ayez pas peur, c'est formidable. Je trouve que ça résume tout, les jours où ça ne va pas, les jours où on est triste, et on pense à n'ayez pas peur, et ça vous redonne un coup, je trouve qu'il résume tout avec cette phrase. Est-ce que vous avez d'autres rêves journalistiques, que ce soit dans le milieu religieux ou autre? Bien sûr, il y a des choses un peu inatteignables. Genre, je voudrais, oui, il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites. Par exemple? Écoutez, j'aimerais passer une semaine, mais ça c'est tout à fait un autre registre. J'aimerais passer une semaine avec le sultan du Brunei. Ça n'a rien à voir. C'est pas le Vatican, là. Non, c'est pas le Vatican, mais ça m'amuse beaucoup. Le sultan du Brunei, j'ai vraiment envie de savoir comment il fonctionne. J'aimerais aussi suivre, j'y suis pas arrivée cette fois-ci parce qu'il y avait un mauvais timing, l'archevêque de Canterbury. Parce que je trouve que... Pourquoi cet homme-là particulièrement, si on s'arrête sur lui? Parce que le fonctionnement des anglicans à la tête de l'Église d'Angleterre, ça m'intéresse beaucoup.
c'est vraiment une autre forme de pensée. En même temps, ils ne sont pas loin des catholiques. Ça m'aurait beaucoup intéressé. Bon, ça ne s'est pas fait. Bien sûr que j'ai des rêves. J'en ai plein la tête, des rêves journalistiques, heureusement. Mais vous savez, moi, on me dit demain que je fais un reportage sur une usine de chocolat. Ça me passionne aussi. Je pense qu'il ne faut pas se dire... Vous savez, on dit toujours il y a des grands photographes. On entend toujours c'est un grand photographe. Il n'y a pas de petits photographes, il y a que des grands photographes. Non, parce que vous dites ça parce qu'il y a aussi il y a grand reporter, voilà. Oui, non, je ne sais pas d'ailleurs à partir de quand on devient grand reporter, enfin, comment c'est attribué ces choses-là. Je ne sais pas, c'est un peu irrationnel, ces choses-là. Mais il n'y a pas de petits sujets quand on aime ce métier. Moi, on me dit demain justement que je vais faire un reportage sur un ostréiculteur. Ça me passionne aussi parce que je ne connais pas grand-chose aux huîtres. Et après ça... Je vais à Marseille voir comment on fabrique des savons. Je trouve ça formidable aussi. Et puis après ça, si je vois comment on dresse des zèbres, qui sont des animaux indressables, ça m'intéresse aussi. Je pense que tant qu'on a un enthousiasme de ce métier, c'est un métier magique. On ne fait jamais la même chose, on ne voit jamais les mêmes gens. Et on apprend tous les jours quelque chose. C'est quand même autre chose que de calibrer des petits pois tous les jours de son existence dans une usine. Vous avez fait un peu de télévision. À un moment, vous avez fait une émission de télévision sur les télévisions. Là, actuellement, vous faites de la radio sur Radio Classique. Ça vous apporte quoi, expliquez-nous d'abord ce que vous faites, et puis ça vous apporte quoi, ce nouveau mode d'expression, finalement, qui passe par la voix, cette fois-ci, et non pas par la plume? D'abord, Paris Match, c'est ma vie quotidienne. C'est votre maison. C'est ma maison, c'est une maison que j'aime, c'est une maison que je respecte, et c'est une maison à laquelle je suis très reconnaissante de m'avoir donné autant de liberté. Et comme je ne suis pas maso, je fais des sujets que j'aime, mais faut-il être suivi, faut-il qu'il passe? Et j'ai beaucoup de chance parce que je pense que je suis assez construite pour Paris Match et assez faite pour cette maison. Donc il y a une vraie adéquation entre le journal et moi, ça marche bien. Enfin, j'aime cette maison, elle me le rend bien. La radio, on est venu me proposer une émission. Et je trouve que la radio, on voyage léger, c'est agréable. Et en même temps, c'est une émission qui dure une demi-heure, ça s'appelle Femmes d'exception. Et ça m'intéresse beaucoup de découvrir comme ça. C'est un portrait un peu psychologique, les gens se racontent. Une demi-heure, c'est bien parce que ça leur donne du temps. Et en même temps, c'est une station très sympathique. Et moi, tout ce que je fais en plus de Paris Match, je veux le faire dans le bonheur et la sérénité parce que c'est en plus. Donc il faut que ça soit un plaisir. Si ça devenait une corvée, je ne le ferais pas. Et c'est très agréable comme mode d'expression. Et je trouve qu'une demi-heure, c'est un timing aussi qui permet aux gens de s'exprimer. On peut les confesser, je pense, de façon intelligente, mais en même temps, on n'est pas obligé de tirer à la ligne pour leur faire dire, vous voyez, pour arriver à des choses assommantes. C'est un bon timing. Et le fait d'utiliser la voix, cette fois-ci, et donc forcément, quelque part, on vous entend, si ce n'est qu'on vous voit, mais on vous entend plus, de vous engager plus, finalement, ça change quelque chose ou... Non. Pas tellement, mais moi je pense toujours qu'on est dans des métiers où il faut vraiment la vedette, c'est l'autre. Hein. D'abord c'est le support. Il faut bien se dire que c'est le support dans lequel on travaille. Et puis c'est des gens qui vous entendent, c'est des gens qui vous lisent. Tout seul, on n'est pas grand-chose. Nous, on voyage léger. Qu'est-ce qu'on a? On a notre mémoire, notre stylo et nos yeux pour voir. Voilà, en fait, on voyage très léger. On est le contraire des notaires qui ont une étude, des dossiers, des machins. Et il faut avoir tout dans la tête pour être bon. Est-ce que vous avez une devise spécifiquement, une phrase qui vous guide? Oui, la phrase qui me guide, c'est vraiment j'essaye d'aller toujours plus loin, de jamais être contente de moi, de se dire qu'on peut toujours pousser le sujet plus loin. D'ailleurs, moi, je suis jusqu'au bouclage, à la minute du bouclage. Les jours de bouclage, on me déteste parce que je rends ma copie 2 minutes avant le bout un tir et je suis là à essayer. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et le sens de la vérité, ça me paraît essentiel. C'est la première chose que je dis à mes enfants, c'est le sens de la dignité, le sens de la vérité. Et je ne supporte pas le mensonge. Et je suis hors de moi quand je vais avec des confrères dans un endroit, qu'on voit les mêmes choses et qu'après ça, je lis leurs papiers et que je les vois mentir. Je trouve que c'est insupportable. On est dans un métier de confiance. Les gens nous font confiance. Et l'honneur de notre métier, c'est vraiment de dire la vérité. Ou alors on se tait, ou alors on peut faire des impasses, on n'est pas obligé de tout traiter, mais si on traite, il faut le traiter avec vérité. Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises à vous? Justement, je crois, le sens de la vérité. Alors quelles sont les autres valeurs, à part le sens de la vérité? Ne pas... Je crois que la politesse, la courtoisie, le sens des autres,
essayer d'être le respect des autres, le respect de soi, mais le respect des autres, ça a été une valeur, je crois, essentielle de mon éducation. J'avais un père qui était très sévère là-dessus. Il faisait quoi comme métier? Il était industriel. Il faisait des voitures. Patron dans l'industrie automobile. Il a monté une affaire qui s'appelait Simca, une industrie automobile française. Mais il ne supportait pas le manque de respect. Il était extrêmement sévère là-dessus. Je crois que ça a été la chose principale. Le respect des autres, le respect de soi-même et le courage. Il ne supportait pas la paresse. Et le courage, comment ça s'affiche en journalisme particulièrement? Comment vous appliquez ces valeurs-là dans votre métier? Eh bien justement, c'est d'aller jusqu'au bout d'une enquête, ne pas se contenter, ne pas tapoter sur Internet pour voir un truc, aller la vérifier soi-même, aller se rendre compte des choses, ne pas être avachi sur son bureau en attendant, ne pas attendre que l'information vienne à soi, mais d'aller la chercher. Parce que c'est la fin de tout. Si on est passif et qu'on attend que l'information vienne, c'est de la sélectionner, d'aller la chercher. Alors vous êtes maman de jeunes filles, on va dire maintenant, hein, qui sont adolescentes, enfin même après 15 et 16 ans, vous m'avez dit? Oui, 16 et 17, pardon. Oui. Excusez-moi les filles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à ces deux jeunes filles-là, avant qu'elles démarrent comme ça dans la vie d'adulte? Le courage. Je pense que la dignité, c'est très important, et le respect des autres et le respect d'elles-mêmes. Et je crois que elles ont au moins une qualité, elles ne mentent pas. Elles font des bêtises, comme tous les enfants. Mais elles le disent. Ah, mais quand ma fille, par exemple, n'a pas envie d'aller à l'école parce qu'elle a une crise de flemme épouvantable, elle ne me dit jamais « Maman, je suis malade ». Elle me dit c'est insupportable, j'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui, il y a ce devoir d'histoire, mais jamais elle est venue me raconter qu'elle était malade, ou jamais elle a mis son thermomètre sur le radiateur. Et vous faites quoi? Vous lui bottez le derrière et elle va à l'école quand même ou... Non, je vous sens un peu laxiste. Moi, je me dis qu'il y a des failles et que c'est un compromis, on navigue à vue. Alors, il y a des jours où je suis sévère, il y a des jours où je cale, et il y a des jours surtout, comme toutes les mères qui travaillent, je culpabilise, donc je fais ce qui ne devrait jamais se faire, je lâche, je dis oui. Mais en tout cas, je navigue toujours à vue. Je trouve que alors pour le coup, les grands principes, vous voyez, les parents autrefois disaient j'ai fait Polytechnique, tu feras Polytechnique. Maintenant, c'est complètement, on navigue à vue, on fait le mieux qu'on peut. Et si on apprend à ses enfants le courage, la dignité, le sens de la vérité, le respect des autres et de soi-même, c'est déjà pas mal. Alors, on va terminer l'émission avec 2-3 petites questions comme ça qui partent un peu dans tous les sens. Caroline Pigozzi, quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Quel est le plus beau compliment qu'on m'ait fait? Je t'aime. Ah oui, ça c'est... vous allez haut là. Non mais vous me demandez. Oui. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaiteriez tordre le cou parce qu'elle est fausse? Ce qui m'est insupportable, c'est qu'on me dise que j'ai... pardon de dire ça, mais réussi dans mon métier grâce à ma famille. Ça me rend folle de rage. À votre famille? Oui, non, parce que j'étais affilié à un industriel, mais mon père était... Oui, c'était un industriel connu, il était proche du général de Gaulle, il avait fait la voiture du général de Gaulle, mais mon père est mort quand j'avais 11 ans. Donc, si vous voulez, ma famille ne m'a pas du tout aidé dans mon métier. J'ai reçu une bonne éducation, mais ma mère savait à peine ce que c'était qu'un journal, donc ça me rend... Mais peut-être que le nom Pigozzi vous a aidé, non? Oui, ça vous aide autant que ça ne vous aide pas. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui aide, c'est d'avoir reçu une éducation. Mais après ça, ma mère, elle n'était pas du tout dans cet univers-là, et ça me rend toujours... Et je suis extrêmement fâchée quand on me dit ça. Je le vis comme une grande injustice. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? Les démons que les années n'ont pas... la peur de ne pas être aimé, justement, la peur de l'abandon, la peur de temps en temps que des amis vous abandonnent, la peur de... j'ai besoin qu'on me rassure. Je suis jamais rassurée, je pense jamais que c'est assez bien. Je suis toujours angoissée pour mes enfants. J'aimerais avoir beaucoup de sérénité, mais je suis comme une Jewish mama. Dès que je sais pas où sont mes filles, je suis inquiète. Dès que je sais pas où sont mes chiens, je me dis j'espère qu'il y en a un qui s'est fait écraser. Dès que je sais pas où est la personne que j'aime, qui partage ma vie, je suis inquiète. Je suis pas apaisée. Et sans doute parce que j'ai perdu mes parents jeunes, mais j'ai aucun apaisement. Vous voyez, même si j'ai besoin que tout le monde soit là à la maison, mes enfants, la personne que j'aime, mes chiens, voilà, que tout le monde soit dans la même maison et sous mon toit. À part celui-là,
Et à part ce que vous avez écrit, quel est le livre que vous aimez offrir quand vous voulez faire plaisir à un ami? Le livre que vous aimez faire découvrir, en tout cas? Oh, écoutez, Le Lion de Kessel. Ah oui? Oui. Parce que? Parce que j'aime les lions, j'aime les animaux, j'aime les descriptions extraordinaires de Kessel. Vous alliez peut-être imaginer que j'allais vous dire la Bible ou je ne sais quoi. Non, c'est J'avais rien imaginé, mais j'aime beaucoup le lion de Kessel. Kessel, moi aussi. Donc, je comprends tout à fait votre choix. Et votre film préféré? Oh, moi, je suis complètement... j'aime Docteur Givago, j'aime Autant n'emporte le vent. Ah oui, t'es très midinette. Ah alors, oui, hein. complètement midinette. Alors là... Non, mais c'est marrant de vous découvrir ce jour-là aussi. Ah oui, moi j'adore. Je peux pleurer au cinéma comme un veau, revoir 5 fois les mêmes films. J'adore ça a l'air idiot, mais j'adore voir les Sissi. Je trouve ça... Même Que ça m'enthousiasme. Ah oui, Sissi, oui. Ah non, il y a un film que je trouve merveilleux aussi, qui est complètement... Un homme et une femme. Ah oui. Ça adore. C'est Lelouch, ça. Oui. Ah oui, très beau. Vivre pour vivre et Un homme et une femme. Je peux le revoir 10 fois de suite. Et le personnage historique favori? De Gaulle. Évidemment. Général de Gaulle. Personnage de fiction favori? Ah, j'aime bien James Bond. Je trouvais ça distrayant. Ah oui, prenez pas les... Je trouvais ça distrayant, enfin jusqu'à il y a 5-6 ans. C'est bien, on passe du pape Jean-Paul II à James Bond. Ça, c'est le journalisme, ça. Je voudrais vous remercier en tout cas. On a terminé par des questions un petit peu légères. On a une conversation très sérieuse autrement. Merci pour ce livre sur ces ambassadeurs de Dieu que je vous invite à découvrir donc, aux éditions des Clés de Brouwer. Merci d'être venu dans VIP. Merci. On vous souhaite quoi pour la suite, Caroline Pigozzi? D'écrire un roman sur le Vatican. Il est dans ma tête depuis longtemps. Très à la mode, ça. Dépêchez-vous. Hein. Oui, non, vous avez raison. J'aurais j'aurais dû l'écrire avant. Je suis en retard. Non, vous avez raison. L'air du temps, je l'ai commencé il y a 4 ans. Et puis, j'ai été tellement prise qu'il faudrait une concentration énorme. Il est construit dans ma tête, il est construit sur le papier, mais il n'est pas écrit. Il faut y aller maintenant que tout est fait. Non, mais vous avez raison, c'est trop tard. La maison dans le midi, et puis hop. Je prends le train en retard. Non, je pense qu'il est en marche. Le train, il n'est pas en retard. Ah bah si, il faut le faire. Merci beaucoup. Puis bon courage pour le roman sur le Vatican. Merci beaucoup. Merci.